Est-ce qu'on peut s'attendre, avec les négociations qu'on a vues sur le nucléaire iranien, à ce que le régime de sanctions ne soit plus un des marqueurs du multilatéralisme? Alors, vous voyez, comme toujours, quand on fait de l'analyse, il faut savoir distinguer entre le sens premier, celui qui est donné par le sens commun, c'est-à-dire notamment par les médias, par les grands discours politiques, du sens caché. Le sens commun, c'est effectivement maintenir un régime de prolifération. La question qui se pose, c'est ce régime de prolifération a-t-il pu se maintenir? Ce que j'ai essayé de vous montrer pendant ce cours, c'est qu'il n'y a jamais eu de régime efficace contre la prolifération. Et pour répondre déjà un petit bout de votre question, remarque intéressante, c'est que les sanctions n'ont jamais dans l'histoire été efficaces pour pouvoir maintenir un régime de non-prolifération. Les États qui ont voulu, malgré le TNP, accéder à l'âge nucléaire ont pu le faire de manière très simple, soit en ne signant pas le TNP, soit en le signant et en le contournant. Ce qui prouve que la capacité de la sanction de pouvoir maintenir un régime sont des capacités extraordinairement faibles. Mais on devrait aller, à mon sens, un petit peu plus loin. Est-ce que véritablement l'enjeu était d'empêcher l'Iran d'obtenir l'arme nucléaire? D'abord, le partenaire principal, l'Iran, dit « mais nous, on ne cherche pas à avoir l'arme nucléaire ». Alors se pose une question qui est extrêmement difficile de répondre, c'est l'acteur qui dit ça, est-il sincère ou pas? Vous savez que la grande question qu'il faut toujours se poser en sciences sociales, c'est quel est le degré de sincérité de l'acteur en question. Et jusqu'à maintenant, de part et d'autre, de la part de ceux qui plaident pour dire l'Iran veut l'arme nucléaire, comme de la part de ceux qui plaident pour dire mais l'Iran n'est pas intéressé par l'arme nucléaire, elle veut le nucléaire civil, aucun de ces deux camps n'a pu apporter la moindre preuve empirique de la réalité des choses. Il ne faut pas l'oublier. Et vous qui êtes maintenant des experts en relations internationales, vous devez bien avoir ça en tête. Au-delà de ça, deuxième question que dans toute analyse on doit savoir se poser, est-ce qu'il y avait un autre enjeu? Est-ce qu'on peut considérer que tout le problème tournait autour de cela parce qu'il n'y avait pas un autre enjeu? Et à mon sens, l'hypothèse que je propose, c'est de dire le véritable enjeu, c'était quel sera le statut de l'Iran dans l'espace régional et l'espace mondial considéré. L'espace régional considéré dans l'espace mondial. Est-ce que l'Iran, qui aspire manifestement, et là il y a des preuves empiriques, à être une puissance régionale, va avoir la possibilité de s'accomplir comme puissance régionale, ou est-ce qu'au contraire, la communauté internationale est capable de l'empêcher d'accéder au statut de puissance régionale? Ce qui est intéressant à travers cette négociation et ces accords même transitoires, c'est que par ces accords transitoires, et l'État d'Israël l'a fort bien compris, l'Iran accède désormais au statut de puissance régionale. Ça, c'est le véritable enjeu derrière cette question. Être une puissance régionale, ça peut être une puissance nucléaire régionale. Je vous rappelle qu'il y a une puissance nucléaire régionale militaire qui est Israël, qui a plusieurs puissances nucléaires régionales potentielles, c'est-à-dire qui ont une capacité de se doter véritablement de ressources nucléaires pour assurer leur développement. Et ces puissances sont encore à l'état de potentialité. Ce qui est intéressant à travers cette négociation, c'est qu'elle reconnaît à l'Iran le statut de puissance potentiellement régionale dans l'espace moyen-oriental. La question qui peut se poser, c'est quelle est la marge de manœuvre d'une communauté internationale pour empêcher un autre État d'accéder au rang de puissance régionale? L'une des leçons que je tire de ce qui s'est passé avec les accords de Genève, c'est non. Et pourquoi non? Pourquoi cet échec? Eh bien là, on se trouve confronté à quelque chose qui est très intéressant, c'est l'évolution de la politique étrangère américaine. C'est-à-dire que toute la politique étrangère américaine, qui est une politique d'hégémonie, qui était une politique d'hégémonie, reposait sur l'idée de pouvoir empêcher, bloquer tel ou tel État, tel ou tel acteur, l'empêcher d'accéder au rang de puissance. C'est à ça qu'on reconnaît une superpuissance, c'est-à-dire sa capacité d'empêcher l'autre d'accéder au rang de puissance.
Ce qui est intéressant dans la démarche de Barack Obama, c'est qu'il a été le premier des présidents des États-Unis à dire « mais ça, c'est plus possible ». Et manifestement, la diplomatie américaine s'oriente vers une autre approche, qui consiste effectivement à instaurer un jeu coopératif avec les puissances potentielles. Qu'est-ce que cela va donner? On n'en sait rien, on va voir, on va observer. Mais ce n'est pas seulement l'affaire du président des États-Unis, c'est quelque chose que vous retrouvez dans la littérature. Je vous ai souvent cité ce grand internationaliste politiste américain Robert Keohane, et notamment son ouvrage After Hegemony. Dans After Hegemony, Keohane de noter que, effectivement, dans un système post-bipolaire, les États-Unis n'ont plus la possibilité de bloquer à eux seuls le jeu de puissance. La sanction là-dedans, effectivement, et vous avez tout à fait raison, montre leur relative inefficacité. De toute façon, grande analyse à mener. Quelles ont été les sanctions qui, dans l'histoire post-1945, ont abouti à des résultats probants? Alors, on dit souvent l'Afrique du Sud. Moi, je ne suis même pas convaincu. Si l'Afrique du Sud a abandonné l'apartheid, est-ce que ce n'est pas plutôt parce que le système international sortait de la bipolarité et que le camp occidental auquel appartenait l'Afrique du Sud n'avait plus ce degré de structuration qui lui permettait de maintenir par la force un régime qui était celui de l'apartheid? Je crois plus convaincant que l'hypothèse des sanctions. Des sanctions font mal, et c'est la raison pour laquelle celui qui est sanctionné légitimement essaye de s'en débarrasser. Mais ce n'est pas parce que quelque chose fait mal que quelque chose est efficace.